Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver dans notre émission Sportez-vous bien. Vous le savez, tous les lundis, 20h, 21h45, avec toutes les disciplines qui sont déroulées pendant le week-end. Mais avec les fêtes, il n'y a pas eu de compétition. Donc nous recevons quand même, comme d'habitude, des invités. Et ce soir, nous avons la chance et l'honneur de recevoir le président du CETOSMA et également le président de la Ligue d'escrime. Deux hommes qui nous fera le bilan de l'année écoulée, les perspectives pour la discipline et le CETOSMA, et puis présenter ses vœux aux téléspectateurs de Zouk TV. Et puis, pour présenter cette émission avec moi, une revenante, celle qui ne m'a jamais laissé tomber, Gisèle Hérissé. Bonsoir Gisèle. Bonsoir Clément, bonsoir Président, bonsoir à tous. Bonsoir Gisèle. Voilà. Donc permettez-moi avant tout de remercier Manuela, Grégory et Marvin qui ont préparé cette émission pour nous. Et puis un petit coucou à une téléspectatrice de Grand-Rivière qui nous regarde tous les lundis, à qui je fais un petit coucou, elle se reconnaîtra. Et puis on va commencer par... Une téléspectatrice. Une téléspectatrice, oui. En particulier. Voilà. Et puis on va commencer, comme vous le savez, nous avons perdu le meilleur footballeur du monde, la personne du Pelé. On va peut-être voir des images. Un footballeur qui a été hors norme. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez connu, René Méril. Je ne l'ai pas connu personnellement, mais enfin, j'ai vu, j'ai regardé, j'ai applaudi à un certain nombre de ses exploits. Et c'est vrai que c'est un footballeur qui a marqué la planète football, qui a marqué le monde, parce qu'ils ont inventé des gestes, il a inventé des techniques, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a été la référence. Et même si aujourd'hui, il y a des jeunes qui le connaissent un peu moins, mais c'est une légende à la fois au niveau sportif et également au niveau humain, parce que c'était quelqu'un de très affable, de très prévenant, de très à l'écoute des autres. C'est ce qui fait les grands hommes. Vous l'avez connu aussi, Gisèle Hérissé? Non, je n'étais pas encore née. Ah, okay. J'ai vu son âge. Non, mais c'est vrai qu'en ce temps, on ne sortait pas, mais on a entendu, comme disait le président, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire footballistique au-delà de la France et le Brésil. Quand on regarde en Martinique tout ce qu'il a pu faire, même quand il est venu jouer, toutes les personnes de génération des années 70-80 parlaient. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de faire des émissions avec des anciens du football, des anciens sportifs, où il disait qu'il faisait, quand il était venu ici, il y avait eu la grille qu'il faisait en sortant du lycée Schellcher parce qu'il fallait voir Pelé. Quand il a joué, c'était à l'UHIL, si mes souvenirs sont exacts. Enfin, en ce temps-là, il n'y avait que l'UHIL. Et c'est vrai que c'était un événement pour la Martinique d'avoir le roi Pelé. Et si mes souvenirs sont encore exacts, il me semble qu'il y avait même une chanson de Jeanne Mouna qui avait parlé de Pelé dans une de ses chansons, si mes souvenirs sont exacts ou quelque chose comme ça, si je ne me trompe. Si je me trompe, je demande aux téléspectateurs donc de m'excuser si je me suis trompée, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a marqué, et je crois que le dernier mondial en question, même si le Brésil n'a pas gagné, mais il y a eu du beau football, et d'ailleurs avec ce numéro 10 d'Mbappé, qui fait également, et c'était l'occasion pour lui de recevoir également de serrer les mains d'Mbappé, qui a son numéro 10 aussi, je crois. Oui, absolument. Et voilà, donc ça montre également combien ce jeune garçon du Brésil a pu faire évoluer le sport dans le bon sens. Au-delà, j'ai vu quelques témoignages sur les réseaux sociaux où on parlait de sa vie privée, mais au-delà de sa vie privée, c'était quand même le football qui primait. Et il a eu à maintes reprises de montrer que c'était quelqu'un de formidable avec des gestes techniques et faire évoluer le sport. Et puis aussi, c'est Martiniquais qui ont eu la chance de poser avec lui, puisque la sélection des années 1994, qui disputait la finale du championnat des Caraïbes, a pu faire la photo avec Pelé, une photo qu'on voit déjà.
une finale qu'ils avaient perdue 7-2 contre Trinidad. Et le voilà, Wapelé était là avec eux. Et c'est important pour des Martiniquais d'être là, d'être présents et puis de serrer la main. C'est comme ceux qui ont serré la main ou embrassé un artiste de renom. Ben, eux, dans leur sport favori, serrer la main du Wapelé, comme beaucoup de jeunes peut-être judokas vont serrer la main de Teddy Riner ou d'autres. Hein. Donc chaque sportif marque de leur période une histoire, et je crois que c'est important, et c'est très dans la cohésion, et c'est pas le président Ménil qui dira le contraire. Je crois qu'il a dû serrer des grands sportifs d'escrime. Oui, tout à fait. Quelques champions olympiques. Vous en avez des Martiniquais et d'autres. Et c'est vrai que, je dirais, quand on a de grands sportifs qui sont également des hommes de qualité, ça booste, ça permet de valider tous les efforts que l'on fait. Et ça également, ça redonne des étoiles au niveau des jeunes. Et souvent, l'avantage de ces rencontres, c'est que nous avons également nos jeunes sportifs en herbe qui s'engagent vers le haut niveau. Et ce haut niveau devient concret parce qu'ils peuvent rencontrer, discuter, partager des moments particuliers avec ces sportifs. Et du coup, tous les efforts qu'ils font, les week-ends sacrifiés, les entraînements à répétition, prennent du sens et trouvent à ce moment-là leur sens. Oui. Et puis une anecdote, paraît-il qu'il aurait remis ses chaussures à Claude Cailleul, qui était l'un des meilleurs footballeurs martiniquais du moment. C'est possible, hein, parce que Claude Cailleul, effectivement, l'a croisé aussi. Oui, a joué contre lui également. Claude Cailleul, donc, tout plein. C'est vrai que moi, j'ai pas eu l'occasion de jouer contre lui. Non, d'interroger Claude Cailleul. On va l'inviter à une émission. Voilà, mais c'est vrai, c'est intéressant. Enfin, si cette anecdote s'avère positive, je trouve que c'est aussi je pense que cette paire de chaussures n'est peut-être pas à la portée de tout le monde, hein, dans un petit placard sous des vitres, parce que c'est quelque chose. Hein. On va lui poser la question. Bien sûr. Alors, Président Merrill, on revient à vous. On va parler d'escrime, parce que vous avez des casquettes. Quel bilan vous faites de la saison écoulée pour l'escrime? Au niveau de l'escrime, je dirais que début d'année compliqué, hein, je dirais comme pour la majorité des sports de l'île, mais un bilan satisfaisant parce que nous sortons fin 2022 avec un titre de champion de France en M15 à l'épée, garçon, des titres par équipe en fleuret, filles, etc. Donc, en termes de résultats au niveau national, des résultats plus qu'honorables. Et puis, malgré les périodes troubles que nous avons traversées du fait du Covid, nous avons pu restructurer notre filière de haut niveau et surtout pour pouvoir imposer ou se faire entendre au niveau de la Fédération française par rapport à des dispositions, disons, les dispositions nationales qui avaient été prises ne s'adaptent pas à notre réalité locale et pouvoir dire voici ce que nous proposons et être à la fois écoutés, mais surtout que les propositions que nous avons faites aient été acceptées aussi bien au niveau de la fédération qu'au niveau de la DRAGES. Donc, ce qui montre bien que quand on sait porter les dossiers, quand on sait les défendre en disant nos spécificités ne sont pas juste des spécificités, je dirais, exotiques, mais qu'elles répondent à une réalité et qu'en tenant compte, ça améliore le parcours, ça permet d'avoir de meilleurs résultats, nous sommes entendus. On sait que l'escrime, comme toutes les autres disciplines, ont connu des problèmes avec le Covid. Est-ce qu'on peut dire que l'escrime a repris sa vitesse de croisière l'année 2022 ? Oui, nous avons repris une vitesse de croisière. Tous les clubs à des vitesses différentes. Mais nous avons repris notre vitesse de croisière et les résultats de 2022 se confirment en 2023. Et puisque nous avons des jeunes qui font maintenant les circuits européens, qui sont classés parmi les 10 meilleurs nationaux, aussi bien chez les garçons, donc un garçon et une fille, ce qui nous pose des problèmes d'organisation, parce que ça veut dire qu'une filière de haut niveau en escrime, ça veut dire que déjà pour se qualifier pour le circuit national, il faut qu'il fasse 4 compétitions de sa catégorie, plus au moins 2 de la catégorie au-dessus. Donc, ce qui fait 6 déplacements sur l'Hexagone avant le championnat de France, plus une compétition par équipe.
Et comme ils sont parmi les meilleurs, ça veut dire qu'ils ont déjà engendré 3 Coupes du Monde européennes. Donc, ce qui veut dire que les parents aujourd'hui... Alors, est-ce qu'il n'y a pas justement par rapport à cela, quand on voit les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui pour les déplacements avec le prix des billets d'avion ou autres, est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité de faire ce type de sélection? Puisqu'en fait, ça ressemble plus à des sélections. Il faut être en face d'autres pour pouvoir accéder. Est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité de faire ce genre de sélection? Malheureusement, non, puisqu'en fait, nous sommes une sport d'opposition. Donc, quelque part, pour pouvoir progresser, il faut que je rencontre les autres. Et les filières nationales sont les filières nationales. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on s'adapte parce qu'en fait, ils vont pas nous regarder. Alors, c'est vrai qu'on demande des dérogations. Ça veut dire que, je prends l'exemple pour les championnats par équipe, ce sont 2 compétitions. Donc, on va dire, vous vous rendez compte, nous avons déjà 6 compétitions individuelles. Si nous rajoutons 2 compétitions par équipe, on ne tient plus. Bien oui. Donc, est-ce que vous acceptez qu'on en fasse une et que les résultats de la première tiennent compte, c'est-à-dire qu'on fige à ce moment-là le classement pour les ultramarins qui sera reporté directement au championnat de France pour nous éviter de faire une deuxième compétition de classement. Alors, c'est vrai que les clubs hexagonaux râlent, parce que c'est... Mais, je dirais, on a aussi... mais dans ce cas, c'est les faire venir faire des sélections ici. Voilà. Comme ça, ils verront comment que la queue du poil est chaud. Voilà. Et puis, c'est sa qualité. Ça veut dire que quand on a les résultats, on est écouté. C'est ça. On est entendu parce que derrière, c'est cette preuve d'exigence. Et est-ce qu'au niveau des licenciés, est-ce que, dans ce sens-là, puisque là on a parlé des résultats, mais en termes de licenciés, est-ce qu'il y a eu une progression par rapport à 2021-2022 on est sur le même nombre de licenciés, mais avec une lecture différente. Ça veut dire que les clubs qui se sont organisés pendant le Covid, en termes de contrôle, en termes de préparation, etc., n'ont pas vu baisser leurs licenciés, voire même des licenciés qui ont augmenté parce qu'en fait, l'offre de sport à ce moment-là étant restreinte, donc il y a eu des transferts. C'est ça. Donc ça a plutôt été un avantage. Et puis, il y a les clubs qui, eux, pour d'autres raisons, ont démarré beaucoup plus tardivement, ont eu le temps de réorganiser, de faire revenir des bénévoles. Parce qu'un club, ce sont des bénévoles qui le font fonctionner. Donc, eux ont un petit retard à l'allumage et du coup, on a un nombre de licenciés un peu moindre. Mais de manière globale, on est à peu près on a rattrapé le niveau d'avant Covid. C'est vrai que l'équipe de France était venue ici faire sa préparation pour les JO de 2024 à Paris. Est-ce que ça a eu des retombées sur vous à la Ligue et sur les clubs? Ça a eu des retombées sur nous, la Ligue, parce que quelque part, c'est une obligation de promotion. Retombées au niveau des clubs, parce que derrière, comme je le disais tout à l'heure, ça a permis à des jeunes de passer des moments d'échange. On a eu un moment d'échange toute une journée avec le champion du monde, le champion olympique, etc. Donc, avec ils ont vu le haut niveau. Ils ont discuté avec eux, ils ont partagé des anecdotes, des échanges. Donc, ils ont partagé des éléments de compétition. Donc, ça a été un plus. Et puis, surtout, ça nous a permis, avec le coach, l'entraîneur de l'équipe de France, de positionner et de réfléchir à comment on peut positionner la Martinique sur le haut niveau. Et en particulier, et je pense que ça peut être une piste de développement, une piste au niveau sportif, c'est que le climat tropical humide est un climat, pour la préparation physique des sportifs, est un climat extrêmement dynamique. Parce qu'en fait, le sportif peut aller beaucoup plus loin parce qu'il a une récupération physique beaucoup plus rapide. Et aujourd'hui, et d'ailleurs on a vu avec l'entraîneur de l'équipe de France la possibilité d'organiser un stage d'entraîneur en Martinique, toutes disciplines confondues, pour leur dire voici ce que vous offre la Martinique dans tel contexte et comment on peut l'utiliser pour des stages de préparation physique. Donc ça, c'est un dossier à suivre. Vous restez avec nous. On vient de recevoir l'un des responsables de la DRAGES, Éric Priba. Bonsoir. Bonsoir. Ça, vous allez bien? Si, vous avez bien fêté hier soir?
C'est bien. Dites-moi, en fait, c'est vrai qu'on a parlé du roi Pelé avant de parler du bilan avec le président de l'escrime. Vous avez connu Pelé, on sait qu'il est décédé. Est-ce que vous avez une anecdote Même si je ne vais pas encore pas refaire l'émission, parce que je vous ai entendu en parler. Ah, okay. Mais écoutez, comme tout sportif, c'est quelqu'un qui a retenu quand même l'attention du monde entier. Aujourd'hui, la disparition du roi Pelé est quand même un événement majeur dans le paysage sportif. Okay. Alors, on est en train de parler de bilan. Quel bilan vous faites de la saison écoulée au niveau de la DGS? Est-ce que les clubs se sont retournés vers vous, sont venus vers vous pour que vous puissiez leur expliquer comment faire les demandes de subventions, est-ce qu'il y a des formations, etc. Ben écoutez, j'ai eu le temps d'entendre René parler en long et en large de cet aspect-là. Il faut dire simplement que l'année 2022 a été quand même relativement riche en solutions complémentaires, puisque l'apparition du passeport, c'est-à-dire que l'accompagnement des bons pour les personnes allocataires qui permettent de bénéficier d'une aide de 50 € sur la licence ou pour la pratique d'une activité, c'est un élément important. Il y a également le transfert du haut niveau à l'Institut martiniquais du sport, qui est un deuxième élément majeur en 2022. Et puis en fait, je pense que René n'a pas encore parlé, mais la conférence territoriale du sport s'est réunie le 8 décembre dernier et on l'a installée en présence de M. Serge Letchimi, le PCE, et le préfet de région, et l'ensemble des personnes présentes du mouvement sportif notamment, et René qui fait partie de cette commission. Cette conférence, a été très active dans l'élaboration de cette présentation. Est-ce que les associations, les ligues, les comités vous sollicitent pour que vous puissiez les aider dans les demandes de subventions, de formation, etc.? Complètement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec on va dire la complicité, mais également le soutien du CETOSMA, on est en train de mettre en place des formations qui vont viser à accompagner les dirigeants sportifs à monter les demandes de subventions, puisqu'en fait, l'offre, elle est présente. Aujourd'hui, la compétence, elle est de plus en plus rare au niveau du mouvement sportif. Et il est important quand même que le mouvement sportif, donc le CETOSMA, mette en place ces formations, soit à travers le centre alors le CRIB, alors le centre de ressources et d'information des bénévoles. Voilà, je cherchais la signification de l'acronisme et faire en sorte que ces personnes montent en compétence. C'est vrai que vous intervenez aussi au niveau du sport, mais également au niveau du social. Alors, moins au niveau du social, dans la mesure où aujourd'hui la DGSCS s'est transformée en DRAGES au 1er janvier 2021. Donc aujourd'hui, on est essentiellement sur des aspects des politiques de jeunesse et des politiques de sport. Et la partie cohésion sociale est partie à la dette. Et en matière vous avez parlé de formation avec Priva, est-ce que vous avez fait une étude de besoin pour savoir aujourd'hui quel est le constat et qu'est-ce que nous avons besoin réellement en termes de personnes formées? Alors, quand on parle de formation, il y a deux aspects. Il y a l'aspect professionnalisation, c'est-à-dire quelles sont les formations qui sont importantes en direction des personnes qui ont la nécessité de travailler dans le domaine du sport. Et à ce sujet, depuis début 2022, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Parcoursup, les étudiants qui sont en terminale ont la possibilité de démarger sur une des formations sport à travers soit des brevets professionnels qui sont mis en place soit par l'IMS, soit par les CMEA, etc. Mais en fait, ce sont les deux principaux organismes qui ont une offre de formation importante. Mais également, il y a la formation des dirigeants bénévoles. C'est-à-dire que comment ils doivent monter en compétence sur des sujets qui sont importants. Donc aujourd'hui, il appartient au mouvement sportif, à mon avis, de prendre à bras le corps ce sujet-là, puisque c'est le mouvement sportif, notamment le CETOSMA, qui, en lien avec les ligues et comités, sont en capacité de pouvoir identifier l'offre qui est nécessaire pour pouvoir faire évoluer un petit peu la compétence et faire monter aussi en compétence les dirigeants sportifs. Et en matière de bénévoles, est-ce que ces bénévoles, quand ils sont dans le domaine sportif ou culturel, mais particulièrement sportif, est-ce qu'il y a, parce que j'avais ouï dire qu'il y avait des périodes de formation qui sont destinées à ces personnes bénévoles, où elles ont droit. Est-ce que c'est toujours en rigueur? Est-ce que ces personnes bénévoles ont la possibilité d'avoir ce temps pris, non pas décalqué sur leur salaire, parce que c'est ça qui bloque aussi des bénévoles quand ils sont toujours actifs. Est-ce qu'il y a une possibilité est-ce qu'il y a toujours cette possibilité-là?
Bon, alors absolument, mais je vois que René est plus, à mon avis, Oui, parce que je vois à répondre à cette question, mais je dirais simplement là-dessus que concernant la formation, on est simplement sur réadapter l'offre de formation aux besoins et à la disponibilité des bénévoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait mettre des formations la journée, ce n'est pratiquement plus possible. Mettre le soir, ça correspond au créneau d'entraînement des clubs sportifs. Donc, il s'agit de pouvoir étaler l'offre de formation sur des périodes relativement longues qui permettra de faire des modules complets. Mais je laisse le soin à René de compléter sur ce sujet. Justement, on va au CETOSMA, parce qu'il est aussi président du CETOSMA, il est encore président de l'ESCRIM, mais aussi président du CETOSMA. Alors, quel bilan vous faites sous l'année écoulée au niveau du CETOSMA? Bilan, disons que 2022 a été une année de transition. Je ne suis pas le seul à l'avoir dit, parce qu'on a commencé par la fin du Covid, donc période compliquée. D'ailleurs, je profite pour pouvoir avoir une pensée à tous les disparus et qui nous ont laissés sur cette période tragique, où les clubs ont dû se restructurer, se réorganiser, retrouver une organisation et penser les blessures. Et puis, ça a montré que quand on parle d'une seule voix, on a été entendu, puisqu'on a porté un certain nombre de réclamations au niveau de la préfecture et on a été calmement, de manière posée, et on a été entendu. Donc, il y a, et comme le disait Eric tout à l'heure, donc la mise en place de 2 structures qui sont la conférence régionale du sport, et puis je n'oublie pas également, parce que là, il vient de lever la maison de la performance, donc qui sont les 2 structures qui vont organiser, qui vont cadrer le sport martiniquais. Maintenant, nous, comme on en parlait tout à l'heure, ce sont 2 outils, mais c'est à nous de les utiliser, c'est à nous de nous en servir et performer avec. Donc, il y a ça. Il y a également, peut-être un sujet qui est passé un peu inaperçu, c'est la traversée de la Manche espagnole martiniquaise. Et outre l'exploit sportif, mais c'est surtout le symbole. Parce que certes, les hexagonaux entendent parler de l'aïeul, patrimoine de l'UNESCO, mais c'est loin, sauf pour ceux qui viennent de temps en temps en vacances. Mais là, ça a été quelque chose de concret, de visuel. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les retombées sont encore là. Et ça va être l'un des chantiers, c'est d'espérer que également l'aïeul soit à nouveau présente dans l'ordre de la fête de la voile pour les JO. Donc là, en tant qu'également symbole. Donc, il y a ça. Et puis, je dirais, outre sur ça, c'est, je dirais, la mise en place des compétitions qui ont repris et puis l'arrivée de nouvelles disciplines qui nous posent problème. Quelles sont-elles? Futsal, par exemple. Oui, le manque d'infrastructures. Manque d'infrastructures qui viennent se rajouter à déjà des calendriers chargés. Et puis, il y en a d'autres qui arrivent. Donc, netball, qui sont parmi des disciplines très, très présentes. Ils sont bientôt olympiques. Bientôt olympique, le e-sport. Donc, on a une très belle manifestation lors des premiers Jeux de la Caraïbe. Donc, ce sont de nouvelles disciplines à nous d'intégrer. On a le breakdance. Donc, le CETOSMA a intégré la Ligue de danse comme dernier nouveau maillon du monde sportif. Donc, ça veut dire que ce sont des disciplines, ce sont des encadrants, ce sont des cadres à former, ce sont des bénévoles à accompagner, etc. Donc, professionnaliser. À professionnaliser. Donc, sur la partie formation, pour rejoindre ce que disait Eric, on a un double problème, c'est-à-dire qu'une grande partie de l'encadrement dans nos sports est tenu par des bénévoles qui ont un certain âge. Donc, il faut qu'on commence à penser au changement des générations, à la professionnalisation justement des entraîneurs. Donc ça, et puis pour ce qui concerne la formation des bénévoles et des responsables sportifs, il y a une formation qui a été mise en place d'ailleurs par le COSMA, où nous recevons déjà une vingtaine de bénévoles d'associations diverses qui prennent sur le temps, puisque ça se fait le samedi matin, sur un temps long, puisqu'ils ont commencé l'an dernier. Et la dernière session se fera ce samedi. Mais déjà, nous avons d'autres demandes pour ceux qui n'ont pas pu intégrer cette première formation. Il y en a d'autres demandes, quoi. Et justement, pour sensibiliser le grand public, puisqu'on voit bien que toute cette génération de bénévoles, c'est quand même ceux qui ont déjà
un âge, je ne vais pas dire avancé, mais un âge mûr, et pour impliquer davantage cette jeunesse dans le système du bénévolat, parce qu'avant, ça se faisait facilement, le bénévolat, et aujourd'hui, il faut pratiquement les chercher. On ne retrouve plus des bénévoles comme on en trouvait par le passé. Quelle politique qu'on peut avoir, que le CETOSMA, que la DRAGES peut avoir pour inciter toutes ces personnes à s'engager? Alors, s'agissant de la DRAGES, sur le sujet qui nous tient à cœur, je voudrais dire qu'il y a, à mon avis, deux dispositifs. À mon avis, les services civiques, pour une durée de 8-10 mois, etc., ce sont des engagements pas citoyens, pas bénévoles, mais puisqu'ils ont une rétribution quand même, met le pied à l'étrier des 15-25 ans sur des missions de service public, et ça, c'est à mon avis, un levier important. Le deuxième levier, c'est le service national universel. Aujourd'hui, le SNU, il se compose d'une période, d'engagement durant lesquels ils passent 15 jours ensemble à faire des activités et à découvrir un petit peu les organisations qui sont disponibles sur la société de martiniquaise. Mais après, il y a également les MIG, c'est-à-dire que les missions d'intérêt général, qui leur permet de découvrir un petit peu le métier de bénévole, la vie associative. Et donc, je pense que si très tôt, on sensibilise un petit peu les jeunes à s'engager dans ces deux aspects-là, ça veut dire qu'on aura de jeunes dirigeants bénévoles dans pas longtemps. Et formés. Alors, est-ce que les présidents de ligue et le comité sont au courant de ces avantages? Alors, l'information, il y a une chose qui est importante, c'est qu'elle est disponible. Maintenant, est-ce qu'elle est disponible, elle est accessible? Maintenant, est-ce que tout le monde l'a? C'est un autre sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même aussi bien le mouvement sportif que nous-mêmes sensibles au fait que comment rendre l'information accessible à tous et donc emmener l'information plus près des responsables. Donc là, c'est une mission qui est importante. On fait quand même des clips vidéo sur les incivilités dans le sport. Donc ça veut dire qu'on essaie de porter l'information à travers on va dire les réseaux télévisuels, puisque en fait c'est notre mission. Mais je pense que le CETOSMA, à travers la proximité qu'elle a avec les ligues, devraient, à mon avis, pouvoir nous permettre d'accéder à plus de bénévoles. Sur les bénévoles, je dirais qu'aujourd'hui, une grosse partie des bénévoles viennent dans les clubs parce que leurs enfants pratiquent. Parce que les enfants sont sportifs et les mères, souvent, les pères, accompagnent indépendamment des bénévoles qui sont d'anciens sportifs et qui viennent et qui gravitent autour des clubs. Et je crois qu'il faut, après 2 années où le sport a été laminé, il faut reconstruire. Il faut que ça commence par les clubs. Donc, et permettre à la fois d'aider les clubs à se restructurer, à se réorganiser, et puis infuser le sport dans toutes les strates de la population et des structures. Ça veut dire qu'il faut que le sport revienne à l'école. Et quand il revient à l'école, pas en collège ou en lycée, il faut qu'il revienne à l'école en primaire, en maternelle. Et ça, c'est de la politique municipale. C'est avec la DRAGES, avec la CTM, avec les mairies, comment on peut remettre le sport dans l'école et mettre en place des organisations. Et au niveau des clubs, c'est former de jeunes arbitres. Commencer à former celui qui ne sera pas forcément champion du monde, mais qui peut être un excellent arbitre, qui peut être un entraîneur, et commencer, même si aujourd'hui, je dis des fois, souvent, on a été des terres d'expérimentation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un jeune, pour commencer à être initiateur, etc., c'est souvent à partir de 15 ans. Mais il y a des jeunes qui sont plus mûrs avant 15 ans. Donc, quelque part, pourquoi on ferme les yeux sur la réglementation et permettre à des plus jeunes de commencer à « Tiens, tu prends les tout petits, voici comment ». Et je pense que c'est mettre en appétit. Mettre en appétit. Et puis, dans le cas des politiques des villes, aujourd'hui, là, en journée, vous allez trouver des plateaux sportifs vides. Oui, mais parce qu'il n'y a pas les cadres à côté qui permettent d'aller soit avec des collèges ou alors les jeunes du quartier qui sont désœuvrés. Et j'en discutais avec des maires, il y a des éducateurs municipaux dans les communes, oui,
qui accompagnent, etc. Pourquoi ne pas tous ces éducateurs municipaux les former à la pratique sportive et alors dans les critères de recrutement prendre d'anciens sportifs de la commune, mais d'anciens sportifs ou leur dire ok, je te mets un job, mais tu passes un diplôme de moniteur dans ta discipline, que ce soit foot, basket, judo, handball, etc. Ça permet deux choses. Un, ça permet au club de retrouver des encadrants à un moindre coût, parce que derrière, il a déjà un emploi municipal, de permettre à la mairie d'étayer sa pratique sportive au niveau des personnes âgées, au niveau des jeunes des écoles, avec ces éducateurs municipaux formés. Et ça permet tout un maillage, parce que derrière, lui, il va pouvoir impulser toute une politique avec les représentants des clubs, avec les actions. C'est un tout, en fait. C'est pas juste c'est un ensemble qui doit être mis en place et qui doit être accompagné, parce que aujourd'hui, un jeune qui forme, si on le forme et que derrière, il n'a pas de perspective d'emploi... Oui. Est-ce que c'est pas du ressort de la DRHS de faire ce... Non. Alors, t'es revenu aussi... le président du CETOSMA a parlé de tellement de sujets en même temps que, en fait, je ne sais pas ce qui est du ressort de la DRHS. Parce qu'en fait, je trouve qu'on dresse un constat qui est un peu négatif du paysage sportif martiniquais, alors que je trouve que par ailleurs, on est très dynamique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la population martiniquaise elle représente 0,05% de la population française, sauf que le nombre d'athlètes martiniquais présents aux Jeux Olympiques est 4 à 5 fois supérieur. Donc aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui, Coralie Balmy, on a Kendrick Jean-Joseph, on en a tout plein qui sont représentatifs de nos territoires. Maintenant, s'agissant de la professionnalisation, aujourd'hui, on se rend compte collectivement que la professionnalisation du mouvement sportif, c'est l'un des enjeux majeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand le président du CETOSMA, René Méril, parle de former les éducateurs sportifs, aujourd'hui, on a plusieurs dispositifs. On a le J'apprends à nager, qui est un programme ministériel qui vise à lutter contre les noyades, des plus jeunes notamment, et on a le deuxième programme qui est le savoir rouler à vélo. Savoir rouler à vélo, c'est-à-dire que c'est un programme écologique parce que permettre aux gens de se déplacer à vélo, mais également c'est un programme également sportif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une sédentarité sur les jeunes, notamment avec la consommation des aliments qui ne sont pas forcément les plus adaptés, qui font qu'aujourd'hui on a une obésité qui est résiduelle. Alors maintenant, s'agissant de la professionnalisation du mouvement sportif, oui, mais collectivement, il faudrait que, à travers la conférence territoriale du sport, et à mon avis, c'est l'un des enjeux de cette conférence, sur un programme sport-santé, bienveillant ou le bien-être dans la vie de tous les jours, faire en sorte que tous les acteurs, notamment le monde économique, notamment le mouvement sportif, les collectivités et les services de l'État se mettent ensemble pour essayer de tirer vers le haut une politique importante pour la Martinique. Je terminerai en disant une chose sur... tout à l'heure, j'ai juste entendu dire, René, le président de cette va dire que le futsal, etc. Moi, je suis pas complètement en phase avec l'arrivée de nouveaux sports. Je trouve qu'au contraire, que plus l'offre elle devient enrichissante, c'est plus c'est important et on se démocratise au niveau de la Martinique. Par contre, il y a un sujet qui, à mon avis, est éminemment prégnant, c'est l'absence d'équipements sportifs sur le territoire. Donc ça veut dire que c'est pas parce que l'offre elle est trop importante, mais ça veut dire que les équipements sportifs méritent d'être encore améliorés sur le territoire. Oui, peut-être parce qu'il n'en manque pas, peut-être que c'est peut-être plus l'amélioration et voilà, ça, ouais. la mise en conformité peut-être. Aussi. Parce que quand on regarde certains établissements scolaires, très certainement vous en avez parlé lors de votre conférence, il y a des terrains qui sont pas couverts et vides, disponibles à une période de l'année, mais fermés. Par exemple. Donc ça peut être un deal à faire en bonne et due forme, avec convention, pour permettre à ces infrastructures d'être utilisées. Le problème, il n'est pas à prendre sur un prisme, il est à prendre sur une globalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut voir les équipements sportifs qui sont disponibles, comment rentabiliser leur utilisation. Donc ça voudrait dire qu'il y a une responsabilité du chef d'établissement en période scolaire, mais une responsabilité du propriétaire de l'équipement en période où il n'y a pas école. D'accord, sauf que ça nécessite forcément des aménagements adéquats, notamment des entrées qui sont
complètement différentes de celles qu'empruntent les scolaires, de manière à ce que les sportifs. Donc ça veut dire qu'on voit autour de la table, il y a tellement d'idées qu'aujourd'hui, il suffit simplement que tout le monde se mette ensemble pour qu'on puisse essayer de faire avancer ce pays. Alors, René Meril, c'est vrai que vous chapeautez les ligues et comités, je lis vous ces documents. Est-ce que ces ligues et comités vous font un compte-rendu de leur activité pendant l'année? C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des choses qu'on mettra en place. C'est-à-dire qu'on a déjà commencé à se voir. On se voyait avant une fois par an. On a augmenté ce rythme. On a maintenant programmé des rendez-vous réguliers avec le monde sportif pour justement faire remonter ces difficultés et qu'on puisse travailler ensemble les uns les autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la communication entre le CETOS et les ligues c'est beaucoup plus amélioré. Et c'est vrai que dans nos axes de progression et d'accompagnement des clubs et comités, on sait qu'on a à travailler. En particulier, on parlait des financements, des projets, etc. Ouais. On sait que ça devient maintenant une vraie ingénierie et que quelque part, on commence, nous, à réfléchir à la fois sur le fait que comment ne pas mutualiser, maintenant, sur quelle structure, ça peut être le GE, ça peut être le CRIP, ça peut être d'autres. Donc, nous réfléchir sur mettre en place cette ingénierie pour pouvoir venir en aide, venir en soutien aux différentes ligues et comités, pas seulement pour leur dire, tenez, au fait, tiens, il y a un appel à projet qui est sorti et débrouille-toi avec, mais peut-être qu'il y a un appel à projet, comme on peut travailler dessus, etc. Donc là, c'est un dossier où je dois discuter avec la CNESF pour le financement du poste. Et puis, et également, on parlait d'études, tu parlais, Gisèle, tu parlais d'études, ben, il faut donner des chiffres également au monde sportif. Donc, voilà, on a... Alors, est-ce que vous êtes satisfait du développement de la politique sportive au niveau des ligues et comités? Satisfait, oui, puisque déjà aujourd'hui, quand on regarde nos résultats, quand on regarde le nombre de champions qu'on sort avec, je dirais, le pourcentage, on est surreprésenté. Vraiment, on a une surreprésentation de la Martinique et des Antilles au niveau sportif, au niveau national. Malgré les problèmes, malgré les infrastructures, malgré les organes, on a ça. Maintenant, et je pense que je suis de ceux qui disent qu'on peut sortir des champions olympiques dans toutes les disciplines. Ça demande après, nous, une organisation, de la méthode, de la formation, et voilà, donc il faut juste améliorer, et je rejoins Eric en disant le tableau n'est pas si sombre que ça. Faut regarder tout ce qu'on fait de bien, c'est simplement maintenant mettre en avant. Et je pense que le sport, c'est pas tant le haut niveau. Aujourd'hui, le haut niveau se porte quand même relativement bien en termes de résultats. C'est la masse, en fait. C'est la masse. C'est le sport santé où là, on est face à des défis considérables sur le sport santé et également sur le sport comme vecteur de cohésion et d'insertion sociale. Où là, on a aujourd'hui, face aux défis de notre jeunesse, le sport doit prendre toute sa place, ne serait-ce que par rapport aux valeurs qu'il véhicule, aux valeurs qu'il dégage. Aujourd'hui, nous avons une partie de notre jeunesse qui est à la dérive et le sport doit, à son mot, à son rôle à jouer. Alors, est-ce que la RHS est satisfaite des politiques menées par les ligues et comités sur le territoire? Il faut savoir qu'aujourd'hui, on demande aux dirigeants sportifs d'être multicartes, c'est-à-dire d'avoir des compétences qui sont, à mon avis, complètement au-dessus de leur formation initiale, parce que forcément, les bénévoles, c'est bien vouloir. Est-ce que quand on veut bien, on est en capacité de mener à la fois des politiques sportives sur la santé, sur le développement des pratiques, donc la lutte contre l'obésité, mais également la violence et l'incivilité? Est-ce qu'on est capable de faire des compétitions sur le territoire? Est-ce qu'on est capable d'animer les territoires par de grandes manifestations sportives? Ça fait beaucoup de compétences qui sont tellement diversifiées qu'aujourd'hui, le mouvement sportif a besoin d'un commandement fort. Donc, et à mon avis, là-dessus, il faudrait que le modèle économique des ligues et comités se définisse de manière plus précise, parce que répondre à des appels à projets, forcément, ça voudrait dire que s'orienter vers une voie dans laquelle on a décidé d'aller. Le sport santé aujourd'hui, qui est un enjeu majeur de société, il faut savoir que ça nécessite une organisation particulière, donc ça nécessite vraiment qu'il y ait des formations qui permettent de s'adapter un petit peu, et puis un accompagnement professionnel qui leur permette d'avoir les moyens de leur politique.
C'est vrai que l'on passe tellement vite. On a parlé d'Olympique. Où est la flamme olympique? Alors, la flamme olympique est prévue pour la Martinique. Elle est en chemin. Elle est en chemin. Il est pas encore embarqué. Normalement, on devrait la recevoir en courant entre avril et juin 2024. Donc là, nous sommes en pleine phase de préparation, de discussion avec Paris 2024, à la fois sur la finalisation du parcours par rapport aux différentes offres proposées, et puis ensuite, on devra travailler sur les organisations, les mises en place, les visuels, les scénarios. Donc, on a commencé toute cette phase de réflexion et de travail avec la Paris 2024. Et puis, plus encore, en 2023, c'est l'occasion où mettre la Martinique en phase avec les Jeux Olympiques. Par rapport aux actions qui vont se mettre en place dans les écoles, par rapport aux actions qui vont mener pour que l'olympisme soit diffusé au niveau des différents stades, pour que ça devienne vraiment en 2024 une fête du sport martiniquais. Ouais, le comité est déjà mis en place, le comité de travail, le COPIL qui devait se mettre. Le COPIL est mis en place, donc sous la présidence, sous l'égide de la 7e, mais il se renforce parce qu'au fur et à mesure des discussions, on se rend compte qu'il faut rajouter des forces vives pour pouvoir, en termes de sécurité, etc. Donc, au niveau des communes, donc, on commence. On en est au début. C'est vrai que vous avez anticipé un peu. Quelles sont les perspectives pour la nouvelle année? Qu'est-ce qui est prévu, que ce soit à la DRGS, à l'escrime ou au CETOSMA? Oui, alors, s'agissant de la DRGS, je vous ai parlé tout à l'heure de la conférence territoriale du sport. Donc, ça voudrait dire qu'il s'agira simplement de faire en sorte que les 4 collèges composés du mouvement sportif, des collectivités, des services de l'État, mais également du monde économique se réunissent de manière à pouvoir porter un projet phare, faire en sorte qu'on puisse déterminer un projet sportif territorial pour la Martinique à échéance de 5 ans, mais également essayer de mettre en place la conférence des financeurs. La conférence des financeurs. Donc ça va être, à mon avis, le chantier. Il y a 2 sujets, à mon avis, qui sont importants dont on n'a pas parlé. C'est les 2 heures d'activité dans les collèges, puisqu'il y a pour l'instant 4 collèges qui sont concernés par cette opération, et 30 minutes d'activité sur l'ensemble des écoles primaires. C'est pour mettre en lien ce que disait le président du CETOSMA tout à l'heure. Oui, pour l'escrime, c'est déjà qu'on puisse continuer sur les résultats et ce que nous avons mis en place. Et puis, je dirais de manière plus générale, c'est les vœux que je porte pour cette année 2023, c'est que nous croyons, nous, en nos capacités et en nos possibilités. Si nous sommes convaincus de ce que nous sommes et de ce que nous faisons, les autres vont nous croire et vont nous suivre. Donc ça, c'est cette première étape, qu'on soit fiers de ce que nous sommes, fiers de ce que nous faisons. Et après, et je rejoins parfaitement Eric dessus, on a besoin de changer de paradigme, d'améliorer nos logiciels, parce qu'aujourd'hui, nous fonctionnions d'une certaine façon, et aujourd'hui, on demande à un président de ligue ou un président de club d'être à la fois chef d'entreprise, d'être à la fois psychologue, d'être à la fois... Et je dirais, ce sont des casquettes différentes qui, à un moment donné, face aux exigences d'aujourd'hui, nous dépassent. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on se professionnalise, mais qu'on puisse mettre à côté des bénévoles des gens formés, des cadres formés. Et ça demande, du coup, un accompagnement au niveau des ligues. On verra entre la DRAGES et l'État comment structurer cet accompagnement pour nous permettre d'aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, l'une des conséquences du Covid, c'est que le sport ne se pratique plus comme avant. Ouais. L'approche des jeunes, l'approche de monsieur tout le monde vis-à-vis du sport a changé. Donc ça veut dire que nous, il faut qu'on change nos pratiques. Il faut qu'on réintéresse les jeunes différemment et qu'aujourd'hui, qu'on puisse leur montrer que le sport, ça peut leur permettre de sortir et ça leur ouvre des perspectives en termes de déplacement, en termes d'emploi, en termes de changement. Et voilà. Mais ça nous demande encore plus qu'avant. Et au niveau du CETOSMA, Et vive les bénévoles, vraiment, vive les bénévoles. Et au niveau du CETOSMA, qu'est-ce qui est prévu?
Au niveau du CETOSMA, ce qui est prévu, c'est déjà à la fois renforcer cette présence du sport, puisqu'on aura, outre nos manifestations traditionnelles qui sont la caravane du sport, la nuit des champions, on va rajouter la nuit des bénévoles. Parce que pour mettre en lumière beaucoup plus ces bénévoles. On va rajouter également la plage, c'est à nous. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes une île, donc c'est mettre en avant tous les sports de plage et d'eau. Parce qu'il y en a comme le beach, mais comme la lutte, comme le rugby. Voilà, donc des sports, montrer que la plage également a toute sa part. Et puis commencer à structurer le sport en termes d'infrastructure, en termes d'accompagnement. Comment on peut définir une politique d'accompagnement en termes de formation, en termes de professionnalisation. Et puis également, et ça c'est le dernier point, comment mettre en place cet accompagnement au niveau des ligues et des comités. Voilà, c'est un vaste chantier et continuer à travailler ensemble parce qu'on s'est rendu compte que c'est quand on travaille ensemble et qu'on fait remonter des propositions à nos élus et à nos partenaires qu'on est mieux écouté et que derrière on peut plus facilement prendre en main les choses. Donc c'est à nous aussi parce que c'est de notre responsabilité de prendre en main les choses et de ne pas se voiler la face en rejetant systématiquement la faute sur les autres. Alors, on va terminer avec vos vœux, monsieur, parce que l'heure est arrivée. Vos vœux pour cette année, la nouvelle année? Et vous? Non, les vœux, ce que je nous souhaite pour cette année 2023, c'est qu'enfin on puisse travailler avec beaucoup plus de sérénité parce qu'on a rattrapé les choses en 2022, on s'est réorganisé, que 2023 nous permette de travailler avec beaucoup plus de sérénité. Alors, je sais que le contexte est toujours aussi anxiogène et que les risques sont présents, mais c'est de croire en nos capacités, c'est de croire en nous et surtout de se dire que l'avenir de notre jeunesse passera par nos actions et nos actes. Et personne d'autre ne pourra le faire à notre place. Oui. Alors, s'agissant de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport, donc la DRAGES, en tant que porteur des politiques publiques de l'État, on appelle de nos voeux à un travail toujours d'aussi bonne qualité avec le mouvement sportif, parce qu'on a entretient avec le mouvement sportif de très très bonnes relations avec les collectivités, notamment la CTM, avec lesquelles on s'entend particulièrement bien. Donc c'est quand même à souligner sur le territoire, mais également le monde économique. Donc aujourd'hui, faire en sorte que les politiques publiques qui sont portées soient collectivement portées et que chacun y trouve un intérêt majeur de manière à faire avancer la Martinique. Gisèle? Il faut que je fasse des vœux. Alors, je ferai des vœux à deux titres. Au titre de la Ligue d'athlétisme de Martinique, puisque j'en fais partie, dont je suis la présidente de la commission running. Et je dois aussi remercier tous les bénévoles, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Et c'est vrai que les bénévoles, c'est un gros manquement, mais je dois saluer tous ceux qui, tous les dimanches, tous les samedis, et je peux vous dire que le calendrier est encore chargé cette année. On a parlé de 2022, mais nous, on n'a pas arrêté en matière de sport sur route et de sport en montagne. Et les officiels sont toujours présents, très tôt le matin et à pas d'heure. Et je crois que c'est important de le souligner. Je dois remercier tous ces bénévoles qui m'accompagnent parce que sans eux, la commission running n'aurait pas existé. Je remercie également tous les athlètes et tous les parents parce que là aussi, c'est important. Les parents sont omniprésents sur les stades et c'est ce qui est important de voir cette complicité et cet accompagnement des jeunes enfants par leurs parents, papa, maman, tonton ou autre. Et je crois que c'est important parce que le rôle du parent est à côté de leur enfant. Il y a l'éducation qui est donnée à la maison, la partie sportive est donnée par les clubs, mais ce n'est pas une garderie et les parents l'ont compris, ils viennent et ils font du sport également avec leurs enfants, donc je crois que c'est important et je crois que là aussi dans le domaine du sport santé, c'est aussi quelque chose de faire participer les parents dans certaines disciplines. Et puis bien entendu,
À ma qualité de Gisèle Richer à côté de Clément Marajo, pour l'émission Sportez-vous bien, qu'elle continue à œuvrer parce que c'est vrai que par moments c'est difficile de faire passer des messages et je crois que donner la parole sur Zouk Télévision à des présidents de club, à des responsables de sport et tout, je crois que c'est important que tout le monde puisse avoir le temps de discuter et de parler parce que les moments sont importants ici dans ce créneau qui est très long et on remercie la direction de Zouk Télévision, donc Mano Granier qui a permis que cette émission soit beaucoup plus longue que celle que nous avions eue d'habitude et les techniciens qui nous supportent et que cette année que je sois un peu plus présente à côté de Clément Marajo qui ne pleure pas. Merci beaucoup. En tout cas, merci monsieur, merci Ronnie Berry. Merci à tous. Que vous êtes président du CETOSMA, mais aussi président de la Ligue d'Escrime. Merci. Merci à Eric Privat, responsable à la DHS. Merci. Merci Gisèle d'avoir animé avec moi. Merci Clément de m'avoir accueilli. Merci à Manuela, Grégory et Marvin pour avoir réalisé cette émission. Merci aux téléspectateurs à qui je présente aussi mes meilleurs vœux pour cette année. Amour, santé, paix et puis sportez-vous bien. Prenez soin de vous.